Le choc. Réflexion sur le monde autochtone. Chasseur-cueilleur. Par Serge Blackburn. Un père, un héros et tout mon respect. Quoi? Je suis la fille de Serge Blackburn. Je suis autochtone, membre des Premières Nations. Je viens d'une communauté Innu située sur la Basse-Côte-Nord. Je suis présentement aux études pour devenir technicienne en travail social. Entre-temps, je travaille comme intervenante auprès des Autochtones qui vivent en milieu urbain. Mon père et moi n'avons pas toujours partagé les mêmes opinions concernant les enjeux autochtones. Malgré tout ça, je suis très fière de lui, car ça fait très longtemps qu'il me parle de son projet d'écrire un livre. Cette œuvre parle de divers thèmes en lien avec les Autochtones. Serge partage son opinion sur les différents thèmes abordés. Dans cet ouvrage, il aborde une variété de sujets et soulève des débats. Il partage son opinion sur les différents thèmes. L'objectif est d'encourager les discussions et les échanges d'idées. Un groupe Facebook a été créé pour permettre à chacun d'exprimer son opinion sur le livre. Nous favorisons le respect et l'ouverture d'esprit. Mon père, Serge, a travaillé pendant de nombreuses années auprès des Autochtones. D'abord comme professeur, puis comme directeur. Maintenant à la retraite, il demeure pour moi un modèle. Grâce à lui, j'ai eu la chance de vivre des expériences incroyables, que ce soit à travers des voyages ou des discussions interminables qui m'ont ouvert les yeux. C'est lui qui m'a aidé à développer mon sens critique. Il a toujours cru en moi et aujourd'hui, c'est à mon tour de croire en mon héros. Bonne lecture et n'oubliez pas de garder l'esprit ouvert. Chemenwashtetan Nuta. Je t'aime, papa. Amina Bellefleur Blackburn. Une amitié forgée dans le respect et la collaboration. Serge Blackburn a d'abord été un collègue de travail à l'école Olamen, située à Unamen-Chipou. Avec le temps, il est devenu mon directeur d'école, puis un ami. Ses compétences variées et sa profonde affinité avec la culture Innu ont révélé sa remarquable capacité d'adaptation au milieu dans lequel il était appelé à évoluer. Notre complicité professionnelle a donné naissance à de nombreux projets enrichissants et significatifs, témoignant de l'engagement mutuel à faire avancer la communauté d'Unamen-Chipou. Aujourd'hui, Serge, tout comme moi, profite de sa retraite. Mais loin de se retirer du monde, il choisit de partager avec vous son expérience professionnelle et sociale. À travers ses réflexions, il vise à élargir la compréhension du monde autochtone, souvent déformé par de l'information mal interprétée ou partielle. Je suis convaincue que vous serez, tout comme moi, interpellé par ces propos parfois incisifs, mais toujours nécessaires. Dans cet esprit de dialogue respectueux, un site a été mis en place spécialement pour recueillir vos impressions et favoriser des échanges constructifs. Merci d'avance pour votre ouverture et votre intérêt. Bonne lecture et bon partage. Marc Tremblay. Thème traité. Prologue. Page 10. Réflexion raciste. Page 11. Introduction. Page 13. Histoire. Page 19. La rencontre. Page 21. Racisme. Page 26. Acceptation de la fatalité. Page 30. Santé. Page 32. Éducation. Page 35. Alcool et drogue. Page 39. L'administration. Page 44. Petite escapade chez les Cris.
page 51. Relations familiales, page 54. Le oui, page 57. Non-intervention, page 59. Nous sommes tous des humains, page 61. L'organisation, page 62. Tolérance à la non-organisation, page 63. Médias, page 66. La victimisation, page 72. Comme on sait, l'argent est le nerf de la guerre, page 78. Le métissage, page 81. Budget et conseils, page 84. Taxes, page 88. Modèles et gens inspirants, page 91. Conclusion, page 95. Remerciements, page 96. Mots de l'auteur. Bonjour. Ce petit livre est écrit sans prétention et n'a pas de valeur scientifique, puisqu'il ne s'appuie sur aucune étude. Cependant, tous les thèmes traités sont nés d'une expérience de vie d'une trentaine d'années dans le milieu autochtone. L'écriture y est brute, sans recherche de style ou quoi que ce soit. J'encourage tous ceux et celles qui veulent apporter des précisions ou contester les réflexions du livre à le faire sur Facebook et spécialement mes amis autochtones. Bonne lecture. Prologue. Le but de la réflexion est d'essayer d'ouvrir des fenêtres entre les autochtones et les non-autochtones à ma façon et selon mon expérience de vie dans les communautés inoues depuis une trentaine d'années, dans différentes communautés en milieu semi-urbain et en régions éloignées. La plupart de ces années ont été en enseignement, soit comme enseignant ou directeur d'école, et aussi en tant que conjoint d'une entrepreneur autochtone au niveau du commerce de détail depuis plusieurs années. Je pourrais même ajouter en tant qu'humble coureur des bois modernes en activité extérieure de chasse et pêche, la plupart du temps avec les Autochtones. Réflexion raciste? J'espère que mes propos ne seront pas interprétés comme racistes, soit envers les Autochtones ou les non-autochtones. Tout cela, ce ne sont que mes réflexions personnelles, selon mon expérience, les nombreux livres que j'ai lus sur le sujet et les incalculables conversations entre amis autochtones et non autochtones, en essayant de comprendre comment on peut être si différent dans notre perception du temps et de la vie en général. Aussi, je souhaite faire contrepoids sur la vision idéaliste de certaines personnes ou représentants autochtones qui sont souvent de grands orateurs, et les médias qui deviennent de grands experts en quelques heures ou quelques semaines sur les problèmes que les communautés vivent et nous abreuvent de leurs expertises sur le sujet dans les journaux et les médias électroniques, surtout en ces temps où le wokisme est à l'honneur. Il y aura une place pour bonifier ces réflexions ou entreprendre un dialogue ouvert à tous en passant par un lien sur la plateforme Facebook Réflexions sur le monde autochtone, chasseurs-cueilleurs, tout en gardant une réflexion et un échange d'idées positives, même si on peut parler de choses qui nous choquent ou que nous ne pouvons pas comprendre. Introduction. Au début de mon expérience en milieu autochtone, je n'avais aucune connaissance ou idée préconçue sur les gens que je devais côtoyer pour plus longtemps que je pensais le faire, sauf pour la crise d'Oka, un voyage dans l'Ouest. Cependant, il avait coulé pas mal d'eau depuis, et il faut souvent faire la différence entre les dirigeants et les gens. Je me cherchais seulement un job d'enseignant stable qui m'avait été proposé par un ami, qui, lui, avait une expérience majeure du monde autochtone en éducation et service social.
Il est devenu, par la force des choses, une source d'information, une entrée rapide dans le milieu. À ce moment-là, j'ai dû regarder sur la carte pour voir où je m'en allais. Je me rappelais seulement que, durant mon adolescence, je m'étais déjà retrouvé à une table pour manger dans une brasserie, assis avec 3 Autochtones que je ne connaissais pas. J'ai soudainement réalisé qu'ils se parlaient dans une autre langue que je ne connaissais pas. Donc, que les Indiens, on les appelait encore Indiens dans ce temps-là, parlaient encore leur langue. Quelle surprise pour un gars de Chicoutimi! Les Autochtones revendiquaient beaucoup moins dans ce temps-là, vers 1995. Nous étions déjà passés par Pointe-Bleue, maintenant appelé Mastoyache, avec mon père, en revenant de la pêche au lac Saint-Jean, mais sans s'y arrêter. Pauline, ma sœur, adoptée par mes parents, au début, sans vraiment le savoir pour notre part qu'elle était métisse et n'y voir aucune différence, a bien réussi au travail et en famille. De placement en orphelinat et ensuite un vécu en famille adoptive pas facile, elle est finalement restée avec nous, comme une sœur, en 2e famille d'adoption. Cependant, ma relation avec le monde autochtone commence réellement en 1999, en enseignement, sur la Côte-Nord. J'ai passé 3 années à Pessamit, en milieu semi-urbain, près de Bécomo, 4 années à Shefferville, Matimeko, Lac-John, région éloignée au nord, et finalement 14 années à La Romaine, Unamen-Chipou, sur le bord du Saint-Laurent, sans lien routier et 1 bateau par semaine. Comme à Shefferville, on pouvait prendre le train 1 fois par semaine, à ce moment-là, et 2 fois par semaine maintenant. Cependant, en décembre 2024, je dois y ajouter 8 années de plus, puisque j'avais laissé ce livre sur ma clé numérique pendant 8 ans. Je reviens à La Romaine presque à tous les mois, avec ma conjointe qui doit s'occuper de son commerce et pour profiter de ce coin de pays incomparable. C'est juste un petit mot au sujet de ma conjointe et de son travail acharné pour la continuité et l'impact que le commerce a sur la communauté. Depuis qu'elle a repris le contrôle du commerce, celui-ci a triplé son chiffre d'affaires. Elle a été sélectionnée comme l'une des femmes d'affaires dans le milieu du commerce de proximité au niveau national canadien. Nous sommes allés à Toronto pour la remise des méritas, ma conjointe, moi, sa fille, la plus impliquée dans le commerce, et la comptable. Ma conjointe a été très heureuse de constater qu'elle avait été chaleureusement présentée dans un article du journal Le Nord côtier de cette île, présentant son accomplissement et le beau travail accompli dans sa communauté. Nous remercions encore le journaliste du Nord côtier, dont j'ai malheureusement oublié son nom et impossible de retrouver sa trace dans mes courriels. C'est un journal régional qui a pris le temps d'écrire ce bel article, même si nous n'étions pas sur le territoire que celui-ci couvrait. Je reviendrai plus tard sur la couverture que l'événement a reçue. Ma conjointe étant une personne très humble, je dois avouer que c'est moi qui l'ai inscrite sans lui dire au concours que j'avais vu passer sur Internet. Je pensais que son parcours méritait une chance d'être apprécié et, par le fait même, qu'elle soit sélectionnée. Pourquoi me remettre à ces réflexions maintenant? Et pourquoi avoir laissé ces réflexions à l'abandon pour si longtemps? Pendant longtemps, j'ai cru que ça ne servirait à rien, sinon qu'à me créer des problèmes dans ma vie personnelle avec les gens que je rencontre quotidiennement, qui ne comprendraient peut-être pas la raison de mes réflexions qui pourraient être mal interprétées et que de toute façon, celle-ci ne changerait pas grand-chose à toute cette aventure de relations autochtones et non autochtones. J'y reviens parce que j'ai l'impression que le discours dans les médias et la politique, autant autochtones que non autochtones, ne nous disent pas toute la vérité sur ce qui se passe dans les communautés, surtout en ces moments woke,
où les minorités sont des victimes qui n'ont aucune responsabilité dans les problématiques qui les affectent. Par exemple, lorsque le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador nous dit que pour régler le problème de manque de main-d'œuvre au Québec, on devrait faire appel aux Premières Nations. C'est comme si on les empêchait de venir prêter main forte. C'est à se poser de sérieuses questions sur un tel message, qui semble dire qu'on les empêche de s'intégrer au travail parce qu'on ne les invite pas à venir nous rejoindre. Je ne veux pas dire que c'est intentionnel, mais surprenant, venant d'un leader qui devrait être plus rassembleur et devrait ou doit être plus au fait des conditions réelles des communautés. Je reviendrai sur le sujet d'intégration plus loin, dans mes réflexions écrites déjà en 2017. Histoire. Un peu d'histoire ne nous ferait pas de mal. La relation entre les Autochtones et les Blancs n'a pas toujours été aussi instable que maintenant. Il faut se rappeler que ce qui motivait les Européens, c'était de trouver un chemin pour se rendre aux Indes. Les Européens venaient souvent pour la pêche bien avant Jacques Cartier, et ils ont été mis en présence de l'un à l'autre à plusieurs occasions. On n'écrira pas l'histoire une xème fois, on la connaît pas mal, même si celle-ci n'est pas toujours la même d'un côté ou de l'autre, et comme on sait, elle est écrite par les gagnants, donc porte à réflexion aussi. Maladie et hécatombe des peuples autochtones. Souvent, on pense que ce sont les guerres qui ont décimé les populations autochtones, soit du côté autochtone ou non autochtone, surtout du côté des jeunes en ces temps modernes, et c'est aussi à se demander si certains ont une mémoire sélective. Mais les plus vieux et les historiens savent très bien que ce sont surtout toutes les maladies comme la variole, la grippe, les virus de toutes sortes, incontrôlables, qui sont responsables de l'hécatombe de tous les peuples des Amériques, qui n'y étaient pas préparés comme les gens du reste de la planète. Ils étaient restés coupés du reste du monde, donc ils n'avaient pas développé de défense envers ces épidémies. Ceux qui y ont survécu sont ceux que l'on rencontre ici et là lors de nos voyages en Amérique. Maintenant, ils ont à faire face au diabète et au surpoids en ces temps modernes, encore plus que les non-autochtones, qui sont aussi affectés, comme on le sait. C'est la maladie des temps modernes. La rencontre. Deux civilisations se sont rencontrées, les Autochtones chasseurs-cueilleurs et les Européens, que l'on pourrait appeler agriculteurs, avec la notion de prévoyance et d'organisation par le fait même. Cette notion est sûrement un point très important, selon moi, et la principale raison pour laquelle nous avons de la difficulté à se rejoindre. J'en reparlerai souvent dans les différents thèmes afin d'en approfondir le raisonnement, qui peut sembler étrange au sujet de gens qui ont traversé les siècles, sans s'y être particulièrement attachés, selon moi. Même après toutes ces années de cohabitation, du territoire et de l'éducation, depuis plus de 70 ans à l'européenne, et sans compter toutes ces années passées en orphelinat à essayer de sortir l'Indien de l'Indien, envers et contre tous et toutes, il semblerait que cette notion de prévoyance reste encore une inconnue pour l'Autochtone. Maintenant, la prévoyance est de mettre de l'argent de côté pour le mois prochain ou ses vieux jours, et il n'y en a pas beaucoup qui s'occupent de ça, pour ne pas dire aucun de nos amis. Le chasseur-cueilleur n'avait pas ou presque pas à s'occuper du lendemain. La nature lui fournirait ce dont il avait besoin. On pouvait tuer les bisons, chasser les castors, chasser les caribous. Mère Nature allait s'en occuper comme à l'habitude. Dans les prairies canadiennes ou américaines, on chassait le bison depuis des siècles, et il y en avait toujours. Mais on sait ce qui leur est arrivé.
Le blanc savait ce qui arriverait quand les grands chefs disaient qu'on ne pouvait pas manger l'argent et qu'il fallait traiter la nature autrement. Le blanc savait qu'il amènerait ses vaches, ses cochons et son blé, et par la suite, ils se sont même mis à semer toutes les plantes qui étaient cultivées par les peuples agriculteurs des Amériques, comme le maïs, les fèves, sur leurs terres, celles des chasseurs-cueilleurs. Je pense et espère qu'ils croyaient sincèrement qu'ils allaient faire des agriculteurs avec eux. Sinon, c'était l'extermination. Comme on sait, c'est presque ce qui est arrivé dans les prairies. Je me rappelle, lors d'un voyage dans le Dakota du Sud, et que nous allions voir le lieu natal de Sitting Bull. En arrivant sur les terres réservées autochtones, on voyait de beaux champs cultivés à perte de vue. À ce moment-là, j'avais déjà entamé ma réflexion sur l'agriculture et le chasseur-cueilleur. Aussitôt, j'ai dit à ma conjointe, qui est autochtone, comme vous le savez déjà, je pense que je me suis trompée au sujet des autochtones chasseurs-cueilleurs, parce que j'avais devant les yeux, mais avec réserve, une belle preuve de possible agriculture. Hélas, nous avons réalisé par la suite que c'était plutôt des terres louées par de non-autochtones qui faisaient de l'agriculture. Donc, on avait des gens qui occupaient le même territoire et n'en faisaient définitivement pas la même chose. Pourquoi ne font-ils pas d'agriculture sur leurs terres? Si je transposais la même situation ici dans l'Est, après la traite des fourrures, il ne resterait que l'agriculture, la pêche et le commerce pour survivre, que tu sois un autochtone ou un non-autochtone. Le non-autochtone, j'inclus aussi toutes les couleurs et races, a réussi à prospérer dans le système et l'autochtone est encore à se chercher dans un monde qui n'est peut-être pas fait pour le chasseur-cueilleur. Je lisais sur les médias sociaux qu'une immigrante posait la question aux Autochtones. Pourquoi ils ne s'intégraient pas plus dans ce beau Canada dont tout le monde veut faire partie? J'ai trouvé la réflexion très réaliste. Et c'était sûrement difficile à saisir pour cette personne qui avait quitté son pays pour commencer une nouvelle vie pleine de possibilités pour elle, ses enfants et futurs petits-enfants. Si on essaie de suivre son raisonnement et de le prolonger, on pourrait dire que c'est possible de vivre au travers une multitude de peuples tout en gardant sa langue et sa culture, comme le font bien des communautés dans les grandes villes du monde, en se rassemblant dans des quartiers qui se forment naturellement. Parce que c'est agréable de pouvoir parler sa langue, de vivre sa culture et sa cuisine ensemble. Cela ne les empêche pas de s'intégrer dans la société nord-américaine. Les Québécois le font en Floride. Les Anglais, les Italiens, les Grecs, etc. le font à Montréal et ailleurs. Comment expliquer une situation pareille? Le racisme explique tout en ces temps woke? Je n'y crois pas une minute. Racisme. On pourrait dire que le racisme nous empêche de nous intégrer dans la société. Selon mon expérience, si on se comporte bien et que l'on est prêt à respecter les règles en général, il n'y a pas de problème. Je voyage souvent avec ma petite famille adoptive, d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord. Le look de ma conjointe et de ma fille ne laisse aucun doute sur leur origine. À la limite, on peut les prendre pour des hispaniques. Si on ne connaît pas très bien les traits des Autochtones, et moi, on pourrait me prendre pour un métis. Nous avons toujours été reçus avec respect à travers le Canada et les États-Unis, partout où nous sommes passés, soit dans les restaurants, motels, campings, etc. Nous avons peut-être été chanceux, mais je trouve que c'est souvent chanceux. Juste pour dire que si on se comporte correctement, en tout cas, ça tient les racistes loin de nous. Il ne faut pas rêver et penser que les gens racistes n'existent pas.
Il s'agit seulement de ne pas leur donner l'occasion de cracher leur venin. Je dois quand même mentionner que nous avons eu au moins 2 refus indirects lorsqu'on se cherchait un appartement à Québec. À une des places, celui qui était en charge des documents pour le propriétaire nous a quand même mentionné que nos chances étaient faibles, étant donné la mauvaise expérience que celui-ci avait eue avec l'ancienne locataire qui était autochtone. L'autre a évoqué toutes sortes de raisons qui faisaient qu'il ne pourrait pas avoir de retour judiciaire si on ne payait pas, puisque ma conjointe était autochtone. Bla, bla, bla. Nous sommes allés ailleurs, et tout va bien. Nous entretenons de très bons liens avec nos voisins. Est-ce du racisme ou juste de mauvaises expériences avec d'autres autochtones? Je vous laisse réfléchir à la question et trouver votre réponse. Des gens racistes, il y en a dans tous les peuples. Ils ne sont qu'une minorité, mais c'est souvent ceux qu'on entend crier le plus fort. On m'a déjà traité de maudit blanc qui a volé nos terres, et que je n'avais pas d'affaires dans la communauté. Cependant, il y a beaucoup plus de gens qui m'ont invité à manger dans leur tente et laisser pêcher et chasser sur leurs terres avec un grand sourire. Si je fais le bilan, il est plus que positif. L'attitude envers les gens règle bien des problèmes. L'ouverture et la confiance est nécessaire. On m'a souvent considéré comme aventureux, comme celui qui s'intègre facilement dans les communautés. Je dois mentionner que j'avais déjà fait un petit tour de la planète, en Inde, dans les pays arabes, au Mexique et au Guatemala. C'est sûr que ça aide pour l'intégration, mais c'est toujours l'attitude positive et pas trop invasive qui compte pour avoir un bon départ avec une nouvelle culture. Ça peut s'appeler aussi du respect. Je me rappelle, lorsque j'étais en éducation, je disais souvent que les nouveaux profs qui avaient voyagé et vu d'autres cultures en général étaient de bons candidats. Cependant, ce n'est pas une obligation puisque plusieurs enseignants s'adaptent aussi bien sans être de grands voyageurs, mais ça aide. Acceptation de la fatalité. Ce qui m'a frappé à mes débuts chez les Inuits, c'est l'acceptation de la maladie et de la fatalité face à la mort ou au combat que l'on devrait livrer quand la maladie nous afflige. Celle-ci semble être quelque chose que, lorsqu'elle arrive, c'est un combat qui se livre tranquillement, dont on ne connaît pas l'issue. Le surnaturel, qui est encore omniprésent dans la vie des Autochtones, ou la religion, pourrait s'en occuper tout naturellement, ce qui ne veut pas dire de ne pas passer par le centre de santé ou l'hôpital lorsque la maladie amène à la mort. Le rite des morts est très impressionnant. Dans les communautés où j'ai vécu, le corps est exposé dans la maison familiale. On peut sentir que la perte d'un membre de la famille est comme partout ailleurs, mais la dimension communautaire est extrêmement présente. Toute la communauté passe rendre hommage aux défunts et on récite des prières presque comme un chant en langue inoue, qui font plus que rassembler les gens car cela crée un sentiment inexplicable, hautement spirituel. Santé. Revenons sur le diabète et le surpoids. Il se fait beaucoup de travail au niveau de la prévention du diabète et du surpoids dans les communautés à travers les centres de santé, services sociaux et différents organismes. Ceux-ci doivent gérer cette problématique tous les jours. Ce problème semble être une prédisposition génétique chez les Autochtones, autant en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. Cette prédisposition, à mon avis, semble encore plus marquée chez les peuples chasseurs-cueilleurs de toute l'Amérique. On pourrait penser qu'il y a longtemps, pouvoir retirer le maximum des aliments ou avoir la capacité de placer le surplus en graisse était définitivement un avantage, même si autrefois, les chasseurs-cueilleurs ne souffraient pas de surpoids, étant donné toutes les activités physiques qui faisaient partie de leur quotidien. Cependant, maintenant que la nourriture est disponible en tout temps et pas nécessairement de bonne qualité,
nous nous sommes dirigés vers un problème de santé majeur. Plusieurs personnes se prennent en main, mais souvent trop tard dans leur vie, c'est-à-dire lorsque la maladie frappe. Il faut se rappeler que le diabète est une maladie sournoise qui amène des problèmes un peu partout dans notre corps, comme par exemple le cœur, la vue, l'AVC, etc. Ce qui me surprend le plus sur les communautés que je connais, c'est le fait que beaucoup de parents laissent leurs enfants prendre du poids très jeunes dans leur développement, ce qui se répercutera de façon très négative plus tard, lorsqu'ils seront adolescents ou adultes. Même si cela semble une évidence, on ne fait pas beaucoup attention à la quantité de nourriture ainsi qu'à la qualité des aliments, surtout riches en sucre et en gras qu'on leur donne. Ce n'est sûrement pas un manque d'amour pour les enfants, parce que c'est ce qu'ils considèrent de plus précieux. C'est peut-être parce qu'ils pensent que leurs enfants seront grands et forts plus tard. À mes amis autochtones d'y répondre, moi, je n'y comprends rien du tout. Éducation. Toutes les sociétés modernes passent ou sont passées par l'éducation pour se développer et ne peuvent pas s'arrêter s'ils veulent rester au sommet de l'action. Il ne semble pas y avoir d'autres solutions. Bon, on ne peut pas dire que le premier coup en éducation a été une réussite. On sait que le but était l'assimilation et que tous les pervers ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Il est tout de même sorti des pensionnats des gens instruits, hommes et femmes, qui ont fait avancer leur communauté. Je ne veux pas dire qu'il faut absolument être instruit pour faire avancer les choses. Le gros bon sens est irremplaçable et il ne s'apprend pas nécessairement sur un banc d'école. Le temps des pensionnats est terminé pour tous, autochtones et non autochtones. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi beaucoup de jeunes non autochtones qui ont vécu des moments difficiles dans ces endroits, mais dans leur cas, on ne parle pas de tentative d'assimilation. Lorsque j'étais enseignant, j'ai souvent parlé avec mes étudiants de fin secondaire de la chance qu'ils avaient de pouvoir poursuivre leurs études collégiales, universitaires ou de métier sans avoir à se soucier d'une dette après leurs études. Et que si un gouvernement donnait tous ces avantages aux jeunes Québécois, ils seraient réélus pour l'éternité. C'est surprenant comment peu de jeunes autochtones profitent de ces avantages, et ce, à travers tout le Canada, peu importe les communautés d'origine chasseurs-cueilleurs. Le rôle des parents est essentiel dans la réussite scolaire de la plupart des enfants. Sans eux, peu importe l'effort mis en place par le milieu scolaire, la réussite sera difficile à atteindre. On a encore l'impression que beaucoup de communautés laissent à l'école le soin d'instruire l'enfant et qu'elles n'ont pas à s'impliquer dans le processus, mais à la défense des parents, dépendamment des communautés, puisque les communautés ne sont pas toutes au même niveau de développement éducatif. Il y a 30 ou 40 ans, c'était normal, puisque les gens, souvent, ne maîtrisaient pas la langue française ou anglaise pour aider leurs enfants. Maintenant, ce n'est plus le cas, et on entend encore « Je lui ai dit de faire ses devoirs, mais il ne les fait pas ». Sommes-nous encore devant la non-intervention sur l'ensemble des choses? Je sais que plusieurs parents prennent au sérieux l'éducation de leurs enfants, mais je ne crois pas que c'est suffisant. Il faut que ça change. Il faut pousser les enfants pour qu'ils réussissent, parce que je ne crois pas que c'est dans la nature des enfants de pratiquer l'écriture, les mathématiques et la lecture tous les jours. Il faut les convaincre, et ce n'est pas toujours facile, donc il faut que l'adulte intervienne. Nous entrons en profonde contradiction avec la pensée autochtone de non-intervention, avec un membre de la famille ou du clan et de la communauté, que ce soit un enfant ou un adulte. Cette notion est encore très présente chez l'Autochtone, selon moi. Cette notion qui était comme un ciment
pour la cohésion du groupe lorsqu'il était chasseur-cueilleur, semble être ce qui l'empêche de pouvoir s'adapter au nouveau mode de vie. Celui qui demande beaucoup d'intervention dans les relations humaines pour pouvoir réaliser des plans ou des structures qui peuvent tenir la route à long terme. Donc, on se retrouve en face d'un problème majeur qui n'est pas facile à régler. La solution est entre les mains des Autochtones, parce que je ne crois pas que l'on puisse imposer un tel changement de mentalité de l'extérieur, puisque cet élément a été discuté et rediscuté maintes et maintes fois depuis les dernières décennies sans avoir eu beaucoup d'impact, ou très peu, selon mon évaluation. Alcool et drogue. C'est un autre combat qui doit venir de l'intérieur. Ce problème n'est pas nouveau. Il est connu depuis longtemps et bien connu des premiers explorateurs français, anglais ou des missionnaires. Voir les livres en proposition de lecture. On aura beau dire que l'Autochtone n'a pas de prédisposition à aimer l'alcool plus que les Blancs, eh bien, ces grands penseurs, qu'ils viennent passer quelques années dans une communauté, et on en reparlera. Les problèmes ne viennent pas de l'éloignement, du manque de travail disponible ou du manque de moyens. Ils viennent de l'alcool, de la drogue et de ce goût pour la chose. Je connais plein de gens dans les communautés qui ont arrêté de consommer, et même s'il n'y a pas plus de travail ou pas plus de maisons disponibles, ça va beaucoup mieux. Ce qu'il faut saisir, c'est qu'il ne faut pas en prendre quand tu n'es pas capable d'en prendre. Je sais, par expérience, que plusieurs en sont capables, sans occasionner de problèmes au niveau familial ou du travail. Pour résoudre le problème, il faut que ça vienne de l'intérieur de la personne et de la communauté. Ce qui veut dire des parents, premièrement, car la cellule familiale est primordiale. La police et les barrages pour empêcher l'alcool et la drogue de rentrer sont importants, mais c'est comme essayer d'empêcher l'eau de s'infiltrer, et ce n'est pas facile. Pour appuyer ma pensée ou ma réflexion, je pourrais faire la comparaison avec tous les petits villages non autochtones de la Basse-Côte-Nord. Malgré l'éloignement et les conditions difficiles de ce genre de milieu, ils ont réussi à se créer un bel environnement communautaire et se sont aussi développés économiquement, où l'ordre social règne, tout en prenant un bon petit coup de temps en temps. La solution, cellule familiale, n'est pas facile à appliquer due à la façon dont les Autochtones pensent l'éducation. La non-intervention est encore très présente dans les communautés. Il faut laisser faire. Quand il sera prêt, il va se prendre en main. Le problème est qu'avec l'alcool et la drogue, ça peut leur prendre 10 ans et ce sont souvent les plus belles années qui passent et que leur cerveau en prend un bon coup. Donc, d'anciennes règles qui ne fonctionnent plus, mais qui restent profondément ancrées dans les communautés. En ce qui me concerne, j'ai déjà proposé une solution pour régler une bonne partie du problème, surtout en milieu éloigné puisque tout le monde se connaît et qu'il y aurait des chances que le remède touche sûrement un membre de la famille ou un proche. Il s'agirait d'informer toute la communauté que dans un mois, jour pour jour, la Sûreté du Québec ou la police de la communauté ferait le tour de tous les revendeurs de celle-ci. En général, ils sont très bien connus. Et on appliquerait la loi. Les conseils de bande doivent être les instigateurs d'un exercice semblable, et cela s'est déjà fait dans d'autres communautés. Les policiers sont prêts à intervenir, mais attendent que les communautés décident du moment pour le faire. Les policiers appliquent les règles qui sont demandées par les conseils. En temps d'élection, ils sont tous pour la loi et l'ordre, et contre la drogue, qui est un fléau en ce moment sur la plupart des communautés. Pourquoi
est-ce que rien ne change, ou si peu? J'attends des réponses. Une réponse possible est qu'il n'y a pas de masse critique de gens qui veulent que ça change. Souvent, les gens qui veulent du changement se retrouvent seuls, ou du moins pas assez nombreux. Abus sexuels, alcool, drogue et promiscuité vont très bien ensemble. Ce n'est pas nouveau que l'on soit en milieu autochtone ou en milieu non autochtone. Le mononcle et la ma-tante sont souvent un peu trop proches et sans surveillance dans des moments où ils ne devraient pas être seuls avec les enfants. Il existe aussi un tabou sur le sujet. On préfère peut-être régler le problème entre les gens de la communauté, préférant ne pas passer par le système judiciaire provincial ou fédéral, qui pour beaucoup n'a pas sa place dans les communautés. Si la loi est appliquée par un corps policier autochtone, cela amène encore son lot de problèmes, étant donné que la plupart du temps, le policier ou la policière est trop proche des familles, faisant eux-mêmes partie d'un clan ou un autre. Cela exerce souvent une pression intenable pour le policier ou la policière. Le problème n'est pas seulement le financement des forces policières. Mais où va-t-on les trouver, ces policiers autochtones? Dernièrement, un chef autochtone faisait le lien entre toutes les vagues de suicides qu'il y a depuis plusieurs années, avec l'abus sexuel et la surconsommation de drogues de toutes sortes, en particulier le speed, qui se passe dans les communautés. On n'a seulement qu'à taper sur Google si on en veut d'autres. On pourrait aussi parler du tabou qui existe autour du sujet dans les communautés. On pourrait peut-être comprendre pourquoi si on creusait un peu. L'administration. Tout un défi. On pourrait dire que c'est traité un peu comme le reste, donc au jour le jour et souvent sans trop d'intervention. Travailleurs, travailleuses plus ou moins en poste, souvent absents pour toutes sortes de raisons qui peuvent être valables, mais qui nuisent au bon déroulement d'une administration efficace. J'ai souvent dit qu'il y a seulement une sorte d'administration. C'est 2 colonnes de chiffres. Pas d'administration chinoise, pas d'anglaise, pas de française. C'est pareil partout sur la planète. On n'a pas le choix. Si on veut en faire, il faut s'adapter. Prévoyance. Ça va plus ou moins bien avec le passé et le présent, mais surtout pas très bien avec le futur et en administration, le passé, le présent et le futur sont très importants et vont ensemble. On sait que l'écriture n'existait pas chez les Autochtones lorsque les Européens sont arrivés en Amérique. Écrire ou garder des écrits semble encore un problème majeur dans beaucoup de communautés. L'agenda, qui est un outil indispensable pour une bonne gestion du temps, représente un obstacle majeur encore de nos jours chez beaucoup d'Autochtones, pour ne pas dire la plupart. Ce phénomène a été remarqué par plusieurs formateurs, même après des années de recommandations et d'insistance sur ce point. L'agenda est relégué aux oubliettes après quelques jours, si ce n'est pas le lendemain pour la plupart de nos Autochtones, et je peux vous assurer que je l'ai vu souvent se produire. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, malin celui qui peut apporter la réponse et surtout la solution à un problème qui semble si simple. L'absence de l'écrit et de la prévoyance, par le fait même, amène toutes sortes de problèmes au niveau des fournisseurs et des banques, ainsi qu'à la bonne marche de conseils de bande qui s'embourbent continuellement dans la paperasse. Ce qui n'est pas fait le jour même, souvent, ne se fera que si la nature le veut bien, même si on a un rappel du fournisseur ou de la banque, et c'est la même chose si un commerce leur doit de l'argent, ce qui est surprenant. Même en 2024,
La plupart des communautés doivent encore avoir recours à des firmes de comptables ou conseillers pour gérer les finances du conseil, si on veut qu'il en reste jusqu'à la fin de l'année. Ce qui n'est pas réglé dans la semaine n'a pas beaucoup de chances d'être réglé plus tard. Tout ceci amène de gros problèmes avec les fournisseurs, les gouvernements et leur santé financière avec ce peu de suivi. Pour le moment, je pense que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui travaillent en collaboration avec des équipes extérieures. L'accompagnement est encore nécessaire pour le bien des communautés ou des jeunes entreprises. Les gouvernements continuent de pelleter l'argent continuellement, avec à peu près toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire que rien ne change vraiment. Oui, l'argent est nécessaire pour le développement, mais il faut les bonnes personnes pour le faire fructifier. J'aimerais pouvoir apporter une solution facile, mais là encore, on reste perplexe devant les événements. Certains Autochtones ont pu réussir en affaires, comme par exemple ma conjointe et son ex-conjoint, maintenant décédés. Ils sont parmi les seuls, sans oublier les petits commerces moins importants dans la communauté, qui ont pu réussir à créer un commerce florissant qui fait travailler une douzaine de personnes de la communauté de façon durable depuis des années. Il leur a fallu faire beaucoup d'efforts et de travail, sans beaucoup en retour au début, comme pour la plupart des jeunes entreprises. Elle continue avec une de ses filles à travailler très fort pour que le commerce réussisse à passer à travers le temps. Le personnel est difficile à trouver et à garder, même s'il y en a qui sont sans travail dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt à avoir un travail à long terme. La plupart préfèrent un travail qui ne les engage pas à long terme, donc quittent leur emploi et souvent sans avertir. C'est la réalité de plusieurs communautés éloignées. On peut se référer au livre de Rez Rose, écrit par le chef Clarence Louis de la Colombie-Britannique. Il est renommé au plan canadien et a été préfacé par l'ancien premier ministre du Canada, Paul Martin. C'est une bonne référence pour se faire une idée de ce qui se passe sur les réserves du côté canadien-anglais et des réserves américaines. Ça fait réfléchir. Pour avoir moi-même visité plusieurs réserves, autant canadiennes qu'américaines, je dirais qu'à l'œil, ça se ressemble beaucoup. On dit souvent que c'est difficile d'emprunter pour des Autochtones qui vivent dans des communautés, étant donné qu'ils sont non saisissables pour leurs prêteurs, car ils sont sur une réserve et que le terrain ne leur appartient pas, etc. Tout ceci est vrai, mais il y a de nombreux incitatifs de la part des gouvernements pour trouver des prêteurs. Ceux-ci sont appuyés par les gouvernements fédéraux et provinciaux qui restent sans demandeurs et sans projet. Si on donnait aux jeunes entrepreneurs non autochtones les mêmes avantages, on assisterait à un baby-boom de nouvelles entreprises. Comme partout ailleurs, ce sont les PME qui créent le plus d'emplois. Pourquoi est-ce que cela ne se passe-t-il pas dans les communautés? On entend souvent qu'il faut une mise de fonds d'environ 10% pour pouvoir avoir accès au programme de démarrage d'entreprise et que cela agit comme un frein au projet. Comme dans tout projet, partout dans le monde, il faut montrer que l'on croit à son projet et que l'on est prêt à risquer un peu de son argent pour mettre au monde son entreprise. Comment voulez-vous que le prêteur croit en notre projet si nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à investir dans notre future entreprise? On peut, sans risque de se tromper, dire que l'argent est là et n'attend que des idées de projets bien structurées et des gens entrepreneurs dans l'âme. On s'occupe beaucoup des problèmes sociaux ou scolaires en fournissant des fonds aux travailleurs, et avec raison, mais pourquoi ne pas fournir à temps plein une ou des personnes ressources qualifiées pour le développement économique dans toutes les communautés et offrir des cours en entrepreneuriat dans les cours secondaires?
Petite escapade chez les Cris. Nous sommes allés, moi et ma conjointe, à la fin de l'été 2024, visiter certaines communautés Cris de la baie James, celles accessibles par la route, qui ont signé l'entente de la baie James. Je voulais voir ce qui était advenu de ces communautés avec tous ces beaux dollars. Les communautés ne sont pas toutes au même stade de développement, certaines à cause du nombre ou de l'éloignement des centres, du rôle du conseil de bande face au développement de leur communauté ou de l'éducation des leaders et du gros bon sens des leaders. Ce qui était frappant, c'était le nombre de bâtiments neufs administratifs et la grosseur de ceux-ci. Ce qui m'a frappé le plus était le manque de commerce de type PME dans les communautés, à l'exception de celle de Misticini, à environ 100 km de Chibougamau. Cette communauté est pour moi une très belle réussite commerciale. Il y avait de la vie économique là-bas et j'imagine qu'il s'était servi de l'argent disponible de l'entente pour se développer économiquement. J'aurais aimé y rester plus longtemps pour approfondir le chemin de cette réussite. Nous avons quand même posé quelques questions à certaines personnes de la communauté. Il ne faut jamais oublier que la maîtrise de son avenir ou son indépendance passe par une autonomie financière entre nos mains. Une des plus belles communautés Wimenji était celle où on nous a dit que si une personne était en état de consommation avancée et qu'elle marchait dans la rue, les policiers la ramèneraient chez elle. Il y avait une belle ambiance dans cette communauté et la propreté y était vraiment bien. Ce qui veut dire que si un conseil se prend en main et veut la réussite, il peut se retrouver avec une belle communauté. Le commerce semblait en développement, ou du moins sur la bonne voie, avec leur épicerie bien à eux et un complexe hôtelier prêt à fonctionner à plein temps, comme un peu partout dans les communautés Cris. Cependant, même avec tout cet argent de l'entente, la plus grande communauté Cris de Chisasibi, d'environ 5000 habitants, avait encore son Northern comme épicerie principale et seulement une petite coop y était installée. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas pris le contrôle de leur magasin d'alimentation, comme dans la plupart des autres communautés Cris. Ce qui était aussi surprenant, c'est que le commerce, type PME, n'y était vraiment pas beaucoup développé, pour ne pas dire du tout. L'ambiance donnait l'impression de désorganisation, surprenant pour une communauté de 5000 habitants. Il n'y avait même pas un restaurant détenu par un privé, à l'exception du complexe hôtelier du Conseil, comme dans toutes les communautés Cris. Relations familiales. Non-intervention dans tout, familial et communautaire. Il faut attendre que ça s'arrange lentement et attendre que la personne soit prête pour qu'elle change. Elle est la seule personne qui peut y faire quelque chose. Là est la règle de la non-intervention. Le nomadisme de clan, la non-intervention et la tolérance étaient essentiels, comme je l'ai dit précédemment, pour la cohésion du groupe et la survie du clan. Il fallait s'entendre avec le clan, être unis, sinon, lors des longs hivers, en forêt, les problèmes deviendraient une condition de survie. Promenade des enfants d'un bord à l'autre. Ils peuvent décider où ils veulent habiter, dormir, manger. En général, l'enfant est libre d'aller où il veut. C'est la règle de la non-intervention qui commence. Est-ce encore possible maintenant? La relation avec l'argent et la cellule familiale élargie a changé de façon drastique les familles. Selon moi, l'ajustement ne s'est pas fait du tout. Ça fait maintenant partie d'un nouveau problème qui n'aide pas les communautés, et ce, à tous les niveaux. Lorsqu'ils sont petits, ils sont tous mignons. Mais plusieurs comprennent par la suite qu'il est possible d'obtenir un
peu tout ce qu'ils veulent, étant donné qu'ils vivent dans un milieu de partage, que l'argent est fait pour être partagé, dépensé, et tant qu'il y en a, à la maison, chez la grand-mère ou le grand-père. Ce phénomène grand-maman ou grand-papa existe aussi chez les non-autochtones, mais pas vraiment au même niveau. Où va tout cet argent lorsqu'ils sont adolescents? Pour beaucoup, c'est de l'argent facile et souvent commence la dérape dans la drogue ou l'alcool. Pour certains, ce stratagème continue même à l'âge adulte, ce qui amène beaucoup de détresse autour d'eux et surtout au niveau familial. Parce que, pour un autochtone en général, dire non au partage n'est pas facile et souvent, ils vont éprouver un sentiment de culpabilité ou d'égoïsme. Souvent, cela les amène dans une spirale de problèmes financiers dont ils ne peuvent se sortir et peut quelquefois en arriver à un danger physique pour eux lorsqu'ils reçoivent des montants d'argent. Alors, l'argent devient un moyen d'acheter la paix et la bonne entente dans le groupe. Ce n'est pas quelque chose à dire, mais cela se passe quand même assez souvent et doit être mentionné. C'est un phénomène qui a une influence sur la vie des gens sur les réserves. Ceci est un comportement dangereux dû aux profiteurs et aux fainéants qui utilisent souvent la culture pour exploiter leurs proches. Le oui qui arrange tout pour le moment, et le vrai oui, plus difficile à cerner. Oui, je vais être là demain. On l'entend souvent, mais ça arrive qu'il n'y a personne ou que la personne soit en retard, et ça ne dérange pas beaucoup. Les gens n'ont seulement qu'à donner une petite raison et on oublie tout. C'est surprenant comment, en général, ne pas être là où on devrait être ne dérange personne. J'ai souvent vu, en retard sur l'horaire, qu'on parte le matin à l'heure où l'on devrait être au travail. Je ne sais pas si c'est un nouveau comportement parce que lorsqu'on parle avec des vieux blancs qui travaillaient dans les pourvoiries, ils nous disent qu'avant, quand un Indien devait être à un endroit, il y était au moment décidé. Est-ce un nouveau comportement? Est-ce la notion de temps qui semble nous échapper? Ma petite réflexion là-dessus est qu'on se trompe sur l'heure d'arrivée, mais qu'on ne se trompe pas souvent sur l'heure de partir. Non-intervention. Non-intervention dans tout, soit familial, communautaire. Il faut attendre que ça s'arrange lentement et attendre que la personne soit prête pour qu'elle change. Elle est la seule personne qui peut y faire quelque chose. Durant la période du nomadisme de clan, la non-intervention ou la tolérance était essentielle pour la cohésion du groupe et la survie du clan en forêt durant les mois d'hiver. Maintenant que les gouvernements, depuis la création des réserves, ont obligé tous les clans à former un conseil de bande comme un conseil municipal avec maire et conseillers, les conseils de bande nomment chefs et conseillers. Ceci pour simplifier les rapports avec les gouvernements. Ce type d'organisation n'existait pas vraiment avant son implantation dans les communautés autochtones. C'est une formule absolument nécessaire pour gérer les budgets et services de tout genre, mais qui ne semble pas répondre aux aspirations des communautés. Les Autochtones chasseurs-cueilleurs n'avaient pas vraiment le sens communautaire, comme on le comprend chez la plupart des non-autochtones. Étant chasseurs-cueilleurs, ils ne pouvaient vivre qu'en petits groupes pour des raisons assez simples comme la nourriture, le bois de chauffage, le piégeage, etc. Pour eux, s'organiser en super groupes comme une grande communauté est peut-être plus difficile qu'on le pense, dû à leur adaptation au milieu dans lequel ils évoluaient il y a longtemps. Nous sommes tous des humains. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'on est tous des humains avec nos bons côtés et nos mauvais côtés. La famille passe avant tout. On ne peut pas toucher à ça sans risque. L'esprit de clocher dans les villages est très fort et on tire la couverture toujours du même bord. C'est partout pareil, peu importe où nous sommes sur la planète. Ça ressemble à cela, avec certaines différences, mais le cadre va rester le même.
Cependant, je pense que le milieu va amener quelques variantes qui seront nécessaires pour le bon fonctionnement de nos sociétés. Je ne veux pas me mettre à jouer à Darwin, mais je pense que c'est évident. Je pense que les ressemblances ont été nommées précédemment. Allons-y pour les différences ou tendances plus fortes chez nos agriculteurs et nos chasseurs-cueilleurs. L'organisation. L'organisation chez l'agriculteur est primordiale. Il doit avoir un calendrier pour le temps des semences, ou du moins quelque chose qui lui ressemble, une forme d'écrit, ou de la position du soleil à certains moments de l'année. Ensuite, cela demande une façon de garder ses grains à l'abri des intempéries et des rongeurs, etc. Toutes les grandes civilisations des Amériques ont évolué dans ce sens. Comme on sait, l'agriculture arrive avant la culture et favorise une population nombreuse. Les peuples agriculteurs de l'Est en Amérique du Nord, les Aztèques du Mexique, ainsi que les Incas d'Amérique du Sud, pour ne mentionner que ceux-ci, se sont métissés avec les envahisseurs pour former un nouveau peuple après toute leur guerre. Je pense que ce trait d'agriculteur a été le lien qui leur a permis de pouvoir vivre ensemble et prospérer. Tolérance à la non-organisation. Chez le chasseur-cueilleur, l'organisation est nécessaire, mais à moindre échelle. Prévoir où seront les caribous ou les bisons est plus ou moins possible avec certitude, donc demande une certaine acceptation de l'inconnu. On se fie à la nature avec sa dose d'incertitude. Mentalement, par la force des choses, je pense que notre conception du monde devient différente de l'agriculteur. L'agriculteur, quand il voit un champ, tout est planifié et aligné le plus possible, tandis que pour le chasseur-cueilleur, la forêt, les rivières et les animaux n'ont que très peu d'organisation et il l'accepte sans vouloir y apporter de changement. Je vis depuis plus de 30 ans avec les Autochtones non-agriculteurs. Je me considère comme un agriculteur ou du moins faisant partie de la culture des agriculteurs. Je me suis fait des jardins en Basse-Côte-Nord, comme la plupart des Blancs du coin, parce que c'est très possible et que la durée du jour est excellente. J'aime l'agriculture, tout en étant un chasseur qui cueille les fruits sauvages lorsque disponible. J'ai moi-même construit une serre avec l'aide d'Inou de Shefferville et essayé de faire de mes élèves des petits agriculteurs, ou du moins essayer de leur donner le goût de faire pousser tomates, salades, carottes et patates. Rien à faire. Personne n'a fait de jardin par la suite. J'ai même mis des truites en aquarium au laboratoire de l'école. Ce n'était vraiment pas populaire auprès des élèves parce qu'ils les voyaient souffrir par manque de liberté et j'ai dû les remettre à l'eau dans la rivière. J'ai lu dans un livre, alors que j'étais à Pessamit, près de Bécomo, qu'un curé avait essayé et réussi à faire un petit champ, ou plutôt un gros jardin de patates, pour garder ses autochtones proches de la réserve durant l'hiver. Ce qui est arrivé est que ces chers autochtones sont partis à l'automne sans les patates. Sûrement parce que c'était trop lourd, malgré le fait que nos amis aiment bien les patates. Mais plus jamais de jardin. Lorsque nous sommes allés chez les Cris de l'abbé James, je n'ai pas vu de jardin non plus, sans surprise. Ce point, concernant le jardinage, peut sembler anodin, mais je crois qu'il est plutôt fondamental et peut expliquer tout ce climat de tension entre nous et les minces chances de finir par vivre ensemble de façon harmonieuse. Notre façon de voir la vie est très différente et je crois qu'elle est inscrite dans nos gènes. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire de réels amis et créer des liens profonds entre nous, mais de cohabiter ensemble comme société, je n'y crois pas. J'espère que je me trompe, sinon seul le métissage le permettra, comme on le voit dans certaines communautés proches des grands centres. Médias. Comme je l'ai dit plus tôt en introduction, les médias et la politique méritent quelques pages.
Je suis pour que les Autochtones développent une confiance en eux. Sur ce point, selon mon expérience, la confiance ne leur manque pas du tout. Les prochaines lignes expliqueront peut-être ce sentiment inébranlable de presque supériorité. En ces temps modernes, les médias en général sont pour les revendications territoriales un peu partout en Occident. Souvent, on a l'impression que les Nations unies en font la promotion et on dirait qu'il faudrait reconnaître tout ce qui leur appartenait avant la colonisation. Même les deux derniers maires et mairesses de Montréal faisaient et font la promotion que Montréal est en territoire non cédé avec le grand sourire. Disons que le coin a changé un petit peu depuis la colonisation. Si ça devenait une terre autochtone, Montréal aurait pas mal de difficultés à payer pour les routes et les infrastructures de toutes sortes sans récolter de taxes. Il faut quand même rester réaliste. C'est peut-être bon politiquement en ces temps woke, surtout dans les centres métropolitains. Cependant, c'est comme se tirer dans le pied. J'espère qu'ils utilisent ça comme levier politique, sinon on peut se poser de sérieuses questions sur la valeur de nos dirigeants. Lorsqu'un autochtone entend de tels propos, il ne faut pas s'étonner qu'il bombe le torse. Et notre ami Justin Trudeau laisse les Autochtones barrer les chemins de fer pour X semaines, ce qui coûte des millions de dollars et qui empêche les entrepreneurs et travailleurs de gagner leur pain. Lorsque notre premier ministre se déguise en autochtone et se met à verser des larmes toutes les fois qu'il en rencontre dans des moments importants, est-il honnête lors de ces rencontres? On peut en douter, parce qu'il se déguise en Indien des Indes lorsqu'il les visite, et on se surprend lorsqu'il ne se déguise pas en cow-boy quand il va aux États-Unis. Dans ce cas, il se fait plutôt inviter à un dîner de cons, et il est le con. Blague à part, il ne faut pas se surprendre puisqu'il a une formation en théâtre et a déjà participé à un film. Il n'a définitivement pas de formation en économie. Comment voulez-vous avoir des négociations réalistes lorsque vous avez soufflé l'autre partie comme si c'était King Kong? Je pense que c'est plutôt électoraliste. Les gens de la gauche aiment bien ce type de discours. Nous en avons eu une petite démonstration de la part des démocrates lorsque Joe Biden s'est enfin décidé à exprimer des regrets au nom des États-Unis au sujet des traitements que les Autochtones ont subis aux États-Unis. Cela est bien, mais un peu tard. Cependant, au bon moment pour aller récolter des appuis chez les Autochtones et nos amis woke pour essayer de gagner les élections qu'ils se voyaient perdre. Pour mes amis autochtones, n'oubliez pas que Trudeau père, Pierre Elliott Trudeau, a essayé de vous enlever le titre d'Indien au sens de la loi et faire de vous des Canadiens, comme les autres, avec son livre blanc. Cela a été refusé par les Autochtones. On peut se demander ce qui se passe dans la tête de votre ami Justin Trudeau. Il y a un petit dicton qui dit que la chèvre a toujours eu peur du loup, mais c'est le berger qui l'a mangé. Certains médias, sinon la plupart, semblent, comme un peu partout en Europe, aux États-Unis et au Canada, marcher sur des œufs lorsqu'ils s'écrivent. En Europe, encore plus que nous, à cause du mouvement islamiste, et qui peut leur coûter la vie, comme cela est déjà arrivé. Dernièrement, nous étions à Paris, dans le métro, et nous avons entrepris une conversation avec un couple de Français sympathiques. Et sans vraiment le vouloir, la conversation s'est dirigée par une question de ma part au sujet des différents attentats vécus en France. Soudainement, nos amis français se sont mis à regarder autour de nous, et j'ai vite compris que même à voix basse, on devrait changer de sujet. Nous n'en sommes pas là, au Canada, mais cela porte à réflexion.
Bon, revenons à nos médias d'Amérique et surtout du Canada. Nous savons tous qu'il faut avoir plusieurs sources d'informations pour pouvoir se faire une tête sur les sujets qui nous intéressent. La loi des codes d'écoute est reine dans le milieu. Alors, j'imagine que les journalistes sont choisis selon l'idéologie des stations de télévision ou de journaux. Je ne veux pas dire qu'ils vont écrire exactement ce que le propriétaire pense, mais l'endroit pour écrire qu'ils ont choisi doit représenter leurs valeurs. En tout cas, on l'espère. Donc, ils doivent nous donner des informations précises pour nous donner de bonnes pistes de réflexion, étant donné qu'ils ont accès à beaucoup plus d'informations que le commun des mortels. Ils font leur travail. Cependant, on a l'impression que certains ne peuvent pas croire ce qu'ils écrivent à cause du gros bon sens. Est-ce une idéologie qui nous est présentée ou de l'information? C'est à nous de faire la part des choses. La victimisation. Nous sommes en ce moment dans une mouvance où jouer à la victime est très à la mode, ou très tendance. Mes 70 ans m'ont amené à travers toutes sortes de tendances ou de moments dans une société qui passe par le balancier gauche, centre, droite et droite, centre, gauche. Il ne reste pas longtemps au centre, où l'on pourrait dire le moment idéal pour une société, mais celle-ci est en constante évolution, donc a probablement besoin de ces événements perturbateurs. La gauche répare les excès de la droite et ensuite la droite répare les excès de la gauche. Je pense que sans avoir besoin d'y réfléchir très longtemps, nous sommes du côté gauche en ce moment et je crois que tous les pays développés de type américain ou de type européen s'y trouvent en ce moment. Cependant, la droite s'en vient un peu partout et ceci est un signe que la gauche est allée trop loin. Donc, la gauche ramène la droite pour le mieux ou pour le pire. Il va sûrement rester beaucoup d'améliorations du mouvement woke au niveau de l'égalité entre les personnes, peu importe leur style de vie. Ce sera un peu comme dans les années 70 pour le Peace and Love, mais la réalité nous a rattrapés assez vite, comme à l'habitude, mais a quand même changé de façon radicale la société du temps. Vous ne le savez peut-être pas, mais le mouvement était en réaction pendant la guerre du Vietnam. Bon, allez, revenons à notre discussion. Le temps des victimes achève et la prise en main de sa destinée est de retour, et jouer à la victime n'aura pas donné grand-chose. La majorité doit prévaloir, mais aussi accepter les différences des autres, et être valorisée sans accepter pour autant que la minorité impose ses idées ou son idéologie, comme s'il fallait s'y plier. Ceci s'applique aussi à notre monde autochtone en ce moment. Ils ne sont pas responsables de tout ce qui leur arrive, mais nous sommes ou étions dans une tendance de victimisation et je ne pense pas que c'est cela qui va faire avancer la minorité, peu importe laquelle. La reconnaissance des traitements innommables et racistes qui se sont produits envers les Autochtones du Canada et des États-Unis est importante et nécessaire, mais ne règle pas, sûrement pas, les problèmes que les Autochtones vivent en ce moment. Selon moi, la façon d'améliorer les choses est le travail sur leur société par eux-mêmes. L'extérieur peut les aider, mais sûrement pas régler les problèmes qu'ils ont à régler. Les gouvernements ou l'argent ne peuvent y faire grand-chose. Alors, la parole et l'action sont entre les mains des leaders autochtones et l'autonomie financière est sûrement une partie de la solution. Comme tout le monde en général le sait, le travail tient occupé et nous tient loin des problèmes. Comme j'ai déjà mentionné, l'Autochtone a sûrement sa part dans la misère qui se passe sur la réserve. Il n'est pas seulement une victime. Vous savez qu'être autonome est un sentiment qui apporte joie et bonheur. Représentants autochtones nationaux, provinciaux, chefs, conseillers, représentants de différents organismes, en général, sont de grands orateurs
et même de très grands orateurs ou oratrices. Qu'est-ce qui se passe après le grand speech? Bien trop souvent, selon mon expérience, l'eau de la rivière continue de couler lentement, donc pas trop d'actions entreprises pour faire suite aux rencontres et ça ne fait pas trop de vagues. Je ne sais pas si c'est un trait caractéristique autochtone, puisqu'auparavant, on discutait de différents sujets en groupe. Et par la suite, ce n'était pas vraiment l'orateur qui devait mettre en place les stratégies, puisqu'il n'y avait pas vraiment de chef dans la bande. C'était plutôt plusieurs personnes qui prenaient la parole selon leur expérience dans un domaine précis. Ensuite, c'était au groupe de mettre en place la stratégie pour régler le problème. J'imagine qu'à ce moment, la mise en place de la stratégie était une obligation pour le groupe. Alors, certaines personnes du groupe, selon leurs compétences, appliquaient la stratégie. Maintenant, ça peut être une rencontre pour trouver une stratégie pour contrer la rentrée de drogue dans la communauté, pour le développement économique, le combat contre le diabète et le surpoids, des rencontres avec les gouvernements, etc. J'ai l'impression que souvent les belles paroles s'envolent et que les suivis ne se font pas. Aujourd'hui, ne pas faire de suivi ne change pas trop le quotidien, même si ça devrait l'être. L'argent rentre comme à l'habitude et le train-train quotidien continue sans apporter les correctifs pour les changements. On a identifié les besoins, les problématiques. Cependant, juste les identifier n'est pas assez. Comme je dis souvent, c'est plein de gens très intelligents qui veulent changer les choses, mais peu de gens s'impliquent dans le processus ou se butent à un refus du changement par d'autres membres du clan. La cause de ce peu de suivi, un peu partout dans les communautés, selon moi, est peut-être due au fait que maintenant, la vie peut continuer malgré les problématiques qui continuent et les stratégies qui ne sont pas appliquées, qui demandent de plus en plus d'argent. Et l'argent continue de tomber dans les communautés sans forcer les gens à entreprendre de réelles actions. Je dis souvent que si les Autochtones payaient des taxes municipales à leur conseil, comme ailleurs, les choses changeraient rapidement et il y aurait une obligation de mettre en place les stratégies. Comme on le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Voici un exemple de grand orateur, oratrice, vécu avec une représentante des femmes autochtones du Canada qui est passée par Unamanchipu, la romaine, pour une visite de la communauté avec ses représentants, et qui est un peu déplorable. Ce qui a affecté le plus, c'est lorsque la représentante des femmes autochtones du Canada, originaire de la Côte-Nord et de sa communauté natale, est venue à la romaine rencontrer le conseil et n'a eu que de bons mots sur son compte Facebook, sûrement vu par des centaines de personnes, que de bons mots pour les commerces du côté non autochtone, sans même mentionner le commerce d'une entrepreneur autochtone qui embauche au moins 10 personnes dans la communauté. C'est à n'y rien comprendre. Alors, je l'ai aidé pour écrire une lettre, que l'on peut lire en annexe sans mentionner de nom. Celle-ci indiquait son désaccord. Venant justement de ce type de personnes qui, devant les caméras, font la promotion des femmes autochtones et qui oublient les siens, s'il n'y a pas de caméra ou de valeur pour sa carrière. Même chose pour le journal e-Nouvelles, La Voix des Premières Nations de cette île, que nous avons contacté à 2 reprises et qui n'a publié aucun article sur sa reconnaissance commerciale. Il aura fallu un concours hors réserve d'Ontario pour que cet entrepreneur soit reconnu, ainsi que le journal Le Nord côtier de cette île. On peut en rajouter une autre couche avec le conseil de bande, qui a fait preuve d'une ignorance totale de sa reconnaissance pan-canadienne. C'est désolant. Donc,
Voici un fait qui est difficile à expliquer, sinon par des guerres de clans ou autre chose. Une carrière, par exemple. Éclairez-moi. Comme j'ai mentionné, au début du thème, grand orateur, mais pas toujours là quand c'est le temps, je veux dire être près de la population et non des médias. Je pense que si les caméras avaient été là, la suite aurait été très différente. Si des gens connaissent d'autres événements du genre, vous n'avez qu'à m'en parler sur la page Facebook du livre, et si vous êtes accepté comme membre du groupe, après évaluation, votre texte pourrait être intégré au livre électronique. Le métissage. Qu'est-ce qu'un métis? Ma petite définition est que posséder un numéro de bande ne fait pas de toi un autochtone. Il y a eu tant de métissage depuis longtemps que beaucoup de gens avec des numéros de bande sont des métis plus qu'ils ne le pensent, même s'ils ont vraiment le sentiment d'être un autochtone à 100%. Comment les chasseurs-cueilleurs sont-ils et comment les Blancs sont-ils, ou plutôt les Métis? Souvent, le degré de développement économique dépend de ce métissage qui se rapproche plus de l'agriculteur et à la notion de prévoyance. On reproche souvent aux Métis de prendre les postes clés dans l'administration et des positions de représentants dans les médias ou dans les gouvernements. Je pense qu'ils comprennent beaucoup des deux mondes, même s'ils ont grandi soit sur la réserve ou hors réserve. Durant la colonisation, le métis était souvent la personne clé entre le trappeur autochtone ou non autochtone et les compagnies de fourrure ou les missionnaires. Il était adapté aux mœurs de tout le monde et semblait les comprendre, ce qui semble encore le cas aujourd'hui. Le blanc, comme l'autochtone, ne semble pas réussir à s'adapter aux mœurs de l'autre, en tout cas, très peu de chaque côté. On arrive encore à cette conception du temps et à son aménagement que le métis semble être capable de réunir, c'est-à-dire la prévoyance de l'agriculteur et l'habileté de l'homme des bois, maintenant dans le monde moderne, comme il le faisait dans le temps des coureurs des bois. Est-ce qu'ils sont la transition nécessaire pour pouvoir permettre la réconciliation de nos deux mondes qui s'entrechoquent toujours après 300 ans? Je ne sais pas, mais ils seront sûrement un outil indispensable pour la réconciliation entre les deux peuples. Le peuple chasseur-cueilleur est un peuple fier et qui veut reprendre sa place comme peuple entier, mais semble avoir de la difficulté à la trouver. Les paramètres nouveaux de la vie moderne semblent être trop rigides. Budget et conseils. Si c'étaient les taxes des gens qui étaient dépensées de cette façon, les gens se révolteraient. Sur certains conseils, on laisse faire et on attend d'être à notre tour au conseil pour en profiter. Au plus fort la poche de farine, comme on disait dans le temps. Est-ce que les gens en place cachent de l'argent pour plus tard? Non. Il n'y a aucune prévoyance. Ce n'est pas du vol. C'est seulement dépenser ce que l'on a présentement, c'est tout. On l'a dépensé à aller faire des réunions un peu partout pour demander des projets, plus d'argent pour développer la communauté, etc. On a déjà vu des conseillers demander une place sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec pour pouvoir gérer les surplus d'électricité et l'utiliser pour faire de l'hydrogène, et ceci appuyé par le conseil. On peut le vérifier sur une page complète du journal Le Quotidien de Saguenay et e-Nouvelles de cette île. On est quand même loin de ce type d'administration. Mais comment ne pas s'en apercevoir? Cela reste un mystère. La règle du gros bon sens devrait être facile à appliquer dans un pareil cas. Des demandes de milliards pour du bois coupé il y a 100 ans. Des centaines de millions pour des lignes de transport d'hydro que l'on peut faire passer ailleurs si le coût est trop élevé. Quand on demande trop, on risque de n'avoir rien du tout.
Certains ont proposé aux membres de leur communauté, par référendum, des ententes monétaires avec Hydro, mais elles ont été refusées par la population. Je ne dis pas que l'on n'essaie pas de créer de la richesse à travers les différentes tentatives de PME dans les communautés, mais le produit final n'est pas souvent au rendez-vous, malgré toutes les subventions des différents gouvernements. Il faut quand même être conscient que si les gouvernements cessaient de fournir l'argent à la grande majorité des communautés, tout s'écroulerait comme un château de cartes, même après 300 ans de cohabitation et environ 100 ans de scolarisation. Un vieux blanc que je connais et qui au début je pensais qu'il était un métis ou un autochtone avec son accent. Une personne du coin et habituée aux us et coutumes des deux communautés, m'a dit un jour, pour me rendre service, que je posais des questions à voix haute, étant donné que je voulais que ça change. Sur un ton bienfaisant, pour m'aider, il me dit « Tu peux pas les changer, ils sont faits de même. » Il n'y avait aucune connotation raciste ou quoi que ce soit, seulement un fait, selon lui. Je suis encore en train de me poser des questions avec mes amis des deux côtés de la clôture. Parce que moi, mon dicton était « On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. » Taxes. Je pense que c'est un sujet qui mérite réflexion parce qu'il met de l'huile sur le feu dans les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones. Comme on sait, personne n'aime payer des taxes. On est tous d'accord là-dessus. L'Indien ne payait pas de taxes sur la réserve. On comprend qu'au départ, il n'utilisait aucun service. Alors pourquoi payer quand on n'en utilise pas? Cependant, tous les services comme les routes, les écoles, les hôpitaux, etc., sont utilisés par tout le monde, autochtones et non autochtones. Ce phénomène amène beaucoup de friction entre ce que je pourrais appeler les deux mondes. L'Indien est perçu à tort ou à raison comme un profiteur du système. L'Indien dit qu'ils ont volé leurs terres, donc qu'ils n'ont pas besoin de payer. Et le non-autochtone dit qu'ils doivent payer leur part s'ils veulent utiliser les services. Ce que la plupart des gens non-autochtones ne savent pas est que si un autochtone travaille pour une compagnie non-autochtone hors réserve, il va payer des taxes sur sa maison, de l'impôt sur son salaire, comme tout bon citoyen québécois ou canadien, et il s'y conforme comme tout le monde. Donc, l'iniquité n'existe que sur une réserve. Dans le film de Richard Desjardins, Le peuple invisible, on pose la question à deux personnes non autochtones, à savoir ce qu'ils pensent des Indiens qui ne paient pas de taxes. Ils sont d'accord pour dire que ce n'est pas correct, mais ensuite, ils leur demandent s'ils prendraient leur place. La réponse est non, sans hésiter une seconde. La vie sur la réserve peut être très agréable, comme elle peut être un enfer, dépendamment de ce que la personne fait. Ce sera son bonheur ou son malheur. Je pense que l'exemption de payer de l'impôt ou des taxes est sur sa fin. Même le premier ministre Trudeau, fils, a commencé à en parler durant une entrevue à Radio-Canada. Il faut aussi se rappeler, comme précédemment mentionné, que Trudeau, père, avait aussi tenté de rendre tous les gens vivant au Canada assujettis aux taxes et impôts. Mais cela avait été refusé par les Autochtones, sûrement parce que l'on se demandait d'où viendrait l'argent pour les services. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. Je suis sûre que si ce genre de privilège leur était retiré, l'ensemble des relations entre les Autochtones et les non-Autochtones en sortirait grand gagnant et qu'une nouvelle ère de partage de la richesse serait mise sur pied et que les relations entre non-Autochtones et Autochtones changeraient pour le mieux. Les gouvernements ne laissent pas tomber les petits villages de pêcheurs qui ont besoin d'un quai ou des agriculteurs qui ont besoin d'instruments agricoles en régions éloignées. C'est ce qu'on appelle le partage de la richesse.
Modèles et gens inspirants. Tout le monde connaît la recette pour changer des comportements. Il faut montrer des exemples de gens qui ont réussi malgré des conditions difficiles, soit dans le milieu familial ou communautaire, et offrir des programmes accessibles en éducation ou en services sociaux parrainés par des gens significatifs dans leur milieu. Des personnes comme Stanley Volant, un des premiers chirurgiens autochtones au Canada, qui a entrepris une marche à travers presque toutes les communautés afin de montrer aux jeunes et moins jeunes qu'il faut souvent faire un effort considérable si on veut se prendre en main. Il utilise un moyen très ancien, soit la marche en raquette ou à pied à travers leur territoire ancestral pour passer un message actuel, celui de la persévérance et de l'effort pour changer un comportement destructeur comme l'alcoolisme ou la mauvaise alimentation. En lisant son livre sur son parcours, on se demande comment il a fait pour se rendre là où il est. Cela est souvent appelé la résilience. Il aurait très bien pu se dire qu'il avait réussi sa vie professionnelle et continuer à récolter les dollars tranquillement dans sa maison. Non, il a préféré s'impliquer dans son milieu pour le changer ou du moins leur faire prendre conscience des graves problèmes auxquels ils sont confrontés et qui sont une menace pour leur développement. On a aussi Sam Yan qui dénonce les mauvaises habitudes et comportements qui détruisent les communautés à travers ses chansons et rencontres avec les médias. On pourrait parler de Florent Volant qui en fait autant à travers ses chansons et son studio d'enregistrement à Maliotanan en aidant tous les jeunes créateurs qui veulent réussir dans le milieu. Ernest Dominique, peintre de Shefferville, qui partage ses aptitudes hors normes avec sa communauté, ainsi que ma conjointe, au niveau commerce au détail, et bien d'autres. Tous ces gens des communautés donnent l'impression que des études, il y en a assez eu, et que nous sommes rendus à l'action maintenant. Ils ne sont pas toujours écoutés par les médias ou par les Autochtones eux-mêmes lorsqu'ils disent que des études, il y en a assez eu, et que le problème est identifié. Les changements doivent venir de l'intérieur, au niveau de la cellule familiale, et c'est sûrement les parents qui sont les meilleurs modèles et les plus inspirants selon moi. C'est autour de la table, durant les repas en famille, où on peut jaser avec nos jeunes et moins jeunes sur l'importance de mener une vie intéressante et remplie de rêves. On peut aussi parler de ces problèmes de façon pas trop invasive ou formelle, c'est-à-dire sans être trop interventionniste afin de respecter la règle de non-intervention qui semble si importante dans les communautés. On doit aussi compter sur les chefs des communautés et non seulement d'argent de l'extérieur, puisque sans les changements au niveau personnel et familial, il ne peut y avoir de réelle amélioration dans les communautés. L'argent peut aider, mais il ne peut pas transformer la façon dont la personne se perçoit et perçoit sa communauté. On ne peut pas laisser les communautés à elles-mêmes, sans support. Ce serait la catastrophe. Leur système commercial, pour la grande majorité, n'est sûrement pas prêt à voler de lui-même. Conclusion. La solution doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire de l'Autochtone lui-même. Et il y a beaucoup de gens des communautés qui en sont capables, selon moi. Toutes les tentatives qui ont été tentées semblent avoir échoué. Il faut que l'Autochtone arrête de vivre comme dans le temps du chasseur-cueilleur. En est-il capable? Sont-ils des gens trop bien adaptés à un mode de vie qui n'a plus sa place dans un monde de non-chasseurs-cueilleurs? Voilà ma petite roche tirée dans le lac. Je vous laisse réfléchir là-dessus et espère qu'il y aura plusieurs personnes autochtones et non autochtones qui enrichiront ces réflexions avec leurs commentaires et impressions sur le lien Internet Facebook. Le choc. En espérant que ce petit livre ne soit pas seulement une petite goutte d'eau dans la grande rivière. Remerciements. Je tiens à remercier ma conjointe et mes enfants, Amina, Yann et Pascal,
pour le support et l'encouragement qu'ils ont démontré durant cette aventure. Ils ont été mes premiers lecteurs et lectrices, par le fait même mes premières critiques humblement littéraires, ainsi qu'à tous mes amis qui m'ont aidé à arriver à ces réflexions, autant autochtones que non autochtones. Je tiens aussi à remercier Marc Tremblay, qui a fait la mise en page du livre et aussi pour les précieux conseils de présentation, étant donné qu'il a déjà plusieurs livres à son actif. Je ne voudrais pas oublier mon beau-père, Zachary Bellefleur, pour ses récits toujours intéressants sur la vie du temps passé. Un homme qui est né en forêt, sous la tente, et comme on peut l'imaginer, à l'époque du temps où l'hiver se passait en forêt pour la chasse et la trappe, où l'été se passait sur le bord du golfe du Saint-Laurent pour la pêche au saumon, sans oublier la rencontre des différents clans. Donc, comme un vrai de vrai. Lecture. Voici les lectures marquantes pour un voyage à travers l'histoire et les récits autochtones de l'Amérique, qui ont servi à l'élaboration de mon ouvrage. J'ai puisé dans des œuvres riches et diverses qui offrent chacune un éclairage unique sur les peuples autochtones, les explorateurs et les enjeux qui ont façonné l'Amérique. Ces lectures ont servi de boussole, m'aidant à naviguer à travers les récits, les expériences et les luttes qui jalonnent cette histoire complexe. Ils ont couru l'Amérique de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Un hommage vibrant aux coureurs des bois et aux voyageurs qui ont sillonné les vastes étendues du continent, tissant des liens avec les peuples autochtones et forgeant un chapitre méconnu de l'histoire. Otsipé-Missisquoi. Ils ont inventé l'Amérique, de Russell Bouchard. Ce livre nous rappelle le rôle central des Métis dans la construction du Canada, tout en mettant en lumière leur résilience face aux défis sociaux et politiques. The Journals of Lewis and Clark, édité par Landon White Jones. Un récit captivant des explorations de Lewis et Clark, qui dévoile les interactions fascinantes et parfois complexes entre les explorateurs et les nations autochtones. Lewis and Clark, de Dayton Duncan et Ken Burns, une analyse approfondie qui complète les journaux de Lewis et Clark, en insistant sur les relations interculturelles et les impacts de leur expédition. Je me souviens des premiers contacts de José Leblanc. Un regard éclairant sur les premiers contacts entre Autochtones et Européens, révélant les dynamiques de choc culturel, d'échange et d'adaptation. Tribes, Treaties and Constitutional Tribulation de Wayne Deloria Jr. et David E. Whitekins. Ce livre décortique les enjeux juridiques et politiques auxquels les nations autochtones sont confrontées, offrant un cadre essentiel pour comprendre leur lutte pour la souveraineté. 50 ans au Pays des Neiges. Voyageurs du Christ de Monseigneur Gabriel Brenat. Un témoignage poignant sur la rencontre entre le monde chrétien et les communautés autochtones du Nord canadien, offrant une perspective personnelle sur un chapitre de colonisation spirituelle. La destruction des Indiens des Plaines, de James Dashock. Un récit percutant et nécessaire sur les ravages causés par les politiques coloniales ayant conduit à la marginalisation et à la souffrance des nations des Plaines. Ray Rawls. My Indictment of Canada's and America's Systemic Racism Against. Indigenous, de Chief Clarence Louis. Un plaidoyer puissant pour la justice et la reconnaissance des torts historiques, tout en proposant une vision pour un avenir plus équitable. Missionnaire chez les Amérindiens, par Monseigneur Émile Grouard. Missionnaire au pays des Esquimaux, par Monseigneur Grouard.
OMG. Comme je l'ai déjà dit, ces lectures ont servi de boussole, m'aidant à naviguer à travers les récits, les expériences et les luttes qui jalonnent cette histoire complexe. Plusieurs sont manquantes, mais m'ont aussi marqué. Souvent, quand je lis un livre qui m'inspire, je le passe à mes amis, sans penser qu'il reviendra un jour, étant donné que je l'ai déjà lu. Il m'aurait fallu une bibliothèque mobile durant plusieurs années. Myriam Bellefleur, femme entrepreneur depuis 20 ans à Unamen-Chipou. 18 mars 2016. Bonjour, madame. Je te suis sur Facebook depuis longtemps. J'aime bien te voir défendre les Autochtones à travers le Canada et je sais que ton Facebook est vu par de nombreuses personnes politiques. J'ai vu ton voyage sur la basse Côte-Nord avec toutes ces belles photos de nos grands espaces. Tu nous représentes très bien, sur toutes les plateformes médiatiques. Cependant, j'ai été surprise que tu n'aies pas mentionné la présence de Kamachenan, commerce indépendant fondé par des Autochtones, Bertrand et moi-même, que tu connais très bien. Ce commerce indépendant du conseil de bande crée 14 emplois à temps plein sur la communauté et qui est très engagé sur sa communauté à travers toutes les commandites qui se montent à plusieurs milliers de dollars par année, que ce soit au niveau du sport, jeunesse, mortalité, etc. Entre parenthèses, nos amis de l'autre côté ne donnent même pas une bouteille d'eau lors des funérailles, mais vendent des cercueils. Ce que j'ai vu et lu, et qui sera vu et partagé par des centaines de personnes sur ton Facebook, c'est plutôt ces gentils gens de l'autre côté qui créent de l'emploi. Engagent 3 Inuits. Comme si le commerce autochtone sur la communauté n'existait pas. Pas même une petite mention ou une petite photo qui mentionne une réussite commerciale. Et par des Autochtones, pour les Autochtones. J'ai été doublement surprise étant donné que nous nous connaissons très bien depuis notre enfance. On ne peut pas plaider l'ignorance au sujet de l'existence de Kamachenan. Tu le sais très bien. Je pense que tu as manqué une belle occasion de montrer une réussite, au lieu de la cassette souvent montrée des Autochtones qui ne peuvent pas réussir en affaires et qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de croissance économique dans les communautés éloignées. Je ne sais pas si le chef, durant son tour de la communauté, t'a parlé de Kamachenan. En tant qu'entrepreneur, peu importe la communauté, tu sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir leur appui, dépendant du conseil et des clans en place. J'espère que cette lettre va t'amener à ne pas oublier de mentionner les commerces autochtones autant que ceux des gens de l'autre côté. Madame, je n'aurais pas écrit cette lettre si tu n'avais pas mentionné seulement, entre guillemets, les non-autochtones comme créateurs d'emplois. 3 petits points. Je me suis sentie insultée. Je cherche toujours la signification des petits points. Nous savons tous, à la romaine, ce qu'ils font de cette cordialité. Nous entretenons une très chaleureuse relation avec les non-autochtones. Ils sont et seront toujours les bienvenus sur la communauté et dans notre commerce. De plus, madame, en tant que représentante des femmes autochtones du Canada, je suis surprise que tu n'as pas profité de l'occasion pour parler de la réussite du travail des femmes autochtones. Comme tu sais, depuis le décès de Bertrand, moi et ma fille Tessa, nous avons repris le commerce. Je te souhaite une belle journée et une bonne continuité en politique. Yamé. À propos de l'auteur. Serge Blackburn, un homme de science, de savoir et d'aventure. Serge Blackburn a consacré sa vie à l'exploration du savoir et à la transmission des valeurs qui lui sont chères. Diplômé dans le domaine des sciences, il a su mettre à profit ses connaissances pour enrichir la vie des autres. Enseignant passionné, il a marqué les esprits de ses élèves tout en assumant avec brio la direction d'une école secondaire en milieu autochtone,
où il a contribué à bâtir des ponts entre les cultures et à offrir un environnement d'apprentissage enrichissant. Grand voyageur dans l'âme, Serge Blackburn a parcouru le monde porté par sa soif de découverte. Que ce soit par mer ou par ciel, ses aventures l'ont mené aux quatre coins de la planète, forgeant en lui une perspective unique sur les multiples facettes de la condition humaine et les richesses de notre monde. Aujourd'hui retraité, Serge Blackburn continue de laisser son empreinte en partageant ses connaissances, ses expériences et ses valeurs à travers ce livre. Celui-ci traite de la vie quotidienne et des défis dans les communautés à travers différents thèmes autant familiaux que médiatiques, des leaders autochtones, non autochtones ou journalistiques, en ces temps modernes, pour ne pas dire woke. Le livre est aussi le fruit d'une vie riche en enseignements et en aventures. Il est un témoignage de sa quête inlassable de sens, de transmission et de connexion humaine. Un hommage à un homme qui a su marier la science, l'éducation et la découverte dans une vie résolument tournée vers l'autre et le monde.